l'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. Ben Gurion et son émissaire savent que la France a lancé un programme de développement de l'arme atomique. La mission de Pérez est d'accéder à ce programme. À Paris, les portes lui sont grand ouvertes. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Les Israéliens mentent à l'opinion publique internationale. Les Israéliens ont tout nié, en bloc. Shimon Peres jurait ses grands dieux qu'il s'agissait d'une usine textile. 1958, De Gaulle est de retour au pouvoir et il opère un virage à 180 degrés. Le nouveau président veut la bombe atomique pour la France, mais pas pour Israël. Il lui faudra pourtant du temps pour imposer son point de vue. Il ignore ce qui se trame en coulisses. C'est pourquoi, indépendamment des vastes concours en argent, en influence, en propagande que les Israéliens recevaient, je suis allé voir Guy Mollet et Pinault, le ministre des Affaires étrangères, et je leur ai dit « Mes amis, cela ne fait pas partie des négociations. Nous prenons un risque énorme, mais voici ma requête. » Et ils ont accepté. Vous avez demandé le réacteur? Pas seulement. J'ai demandé d'autres choses aussi. L'uranium et tout le reste. Je suis allé voir Ben Gurion et je lui ai dit « C'est réglé. » Voilà comment ça s'est passé. On avait vu apparaître, en effet, un État d'Israël guerrier et résolu à s'agrandir. Donnait à penser que le territoire qu'il avait acquis ne lui suffirait pas longtemps et qu'il serait porté, pour l'agrandir, à utiliser toute occasion qui se présenterait. Rien ne peut détourner Ben Gurion de son objectif, pas même la nouvelle donne à Paris. Pour Tel Aviv, il est urgent d'acquérir des systèmes de portée pour ses armes atomiques, et notamment des missiles. Les dirigeants israéliens savent qu'ils ont peu de temps avant que le vent ne tourne en France. Le général de Gaulle va décider d'arrêter toute cette affaire, mais donc les instructions ne descendent pas rapidement, il y a des obstacles partout. Partout, parce que le club est très implanté, à la fois dans l'armée, à la fois dans la fonction publique, à la fois dans le politique. Autrement dit, l'argent, c'est un pléonasme. Rothschild, pouvoir, c'est un pléonasme. De tout temps, les barons ont cultivé une certaine proximité avec le monde politique. De Georges Pompidou, directeur de la banque, puis chef de l'État, à Emmanuel Macron, jeune associé gérant, les Rothschild se sont imposés comme une institution de la Ve République. On observe avec un grand sourire qu'il a certains de ses anciens collaborateurs qui sont l'un chez François Hollande et l'autre chez Nicolas Sarkozy. Là, je trouve que le mélange des genres devient... Dangereux? Oui, dangereux. Dangereux pour la République. Le cas du MD-620 en dit long. Ce missile a été développé par le groupe français Dassault pour Israël, malgré l'arrêt officiel de la collaboration entre les deux pays. Le MD-620 va être utilisé pour les bombes atomiques israéliennes. Sa livraison n'empêche pas le refroidissement des relations entre Paris et Tel Aviv. 24 décembre 1969, toute la France s'est arrêtée pour célébrer Noël. Ce soir-là, l'amiral Mokalimon est à Cherbourg pour une opération secrète. L'homme qui avait déjà fait passer clandestinement les pièces du Mirage en Israël veut maintenant récupérer 5 vedettes lance-missiles commandées par l'État hébreu qui les juge indispensables pour protéger ses côtes. Elles sont bloquées au port de Cherbourg à cause de l'embargo. Pour Mokalimon, Noël est l'occasion d'agir. Je cherchais quel était le bon moment pour faire sortir les vedettes du port. Comme on approchait de la fin de l'année, je me suis dit, Noël, c'est parfait. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il faudra 2 jours au ministre de la Défense Michel Debré pour découvrir la vérité. Il est tellement en colère qu'il demande l'intervention de l'armée. Le président Pompidou refuse d'aller aussi loin. Il demande à son ministre des Affaires étrangères, Maurice Schumann, de contacter d'urgence l'ambassadeur de France en Israël, qui, lui, trouve porte close.
J'étais prié d'intervenir immédiatement auprès du ministre des Affaires étrangères israélien pour lui demander des explications. Je n'ai pas pu trouver M. Eban, il n'était pas là. Je ne veux pas employer des mots vulgaires, mais enfin, nous avions un peu l'air d'être des imbéciles, ça c'est tout à fait vrai. Selon les Israéliens, il y a forcément eu des complicités françaises. C'est une société inconnue du Panama qui n'a qu'une boîte postale à Oslo, quoi. C'est la première chose qu'ils auraient dû découvrir. Et s'ils ont donné leur accord pour la vente d'armes à ce genre de boîte postale bizarre, c'est qu'ils étaient complices. Et il y avait le ministère de la Défense, le ministère des Finances, le ministère des Affaires... Tous les ministères étaient concernés. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation, qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Yocheved Lifshitz, 85 ans, et Nourit Cooper, 79 ans, sont entre les mains de deux combattants masqués et armés. Ces images ont pour but de montrer que les otages retenus par le Hamas ne subissent pas de mauvais traitements. Visiblement confuses, les deux vieilles dames sont remises à la Croix-Rouge internationale. Le Hamas a invoqué des raisons humanitaires pressantes. Avant de le quitter, Yocheved Lifshitz salue même son geôlier. 1961. John Kennedy est élu président. Tel Aviv constate alors que le soutien de Washington faiblit. Kennedy, plus qu'aucun autre président américain, cherchera à freiner le programme de développement nucléaire israélien. Il exige une inspection de Dimona pour s'assurer qu'on n'y fabrique pas d'armes nucléaires. Il menace même de suspendre l'aide économique accordée à l'État hébreu. Israël cède en apparence. Dimona sert bien à fabriquer du plutonium et des armes nucléaires. Les Israéliens prétendent le contraire, mais Kennedy n'est pas dupe. John Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963. Son successeur, Lyndon Johnson, intensifie les relations avec Tel Aviv et Washington ferme les yeux sur les activités de Dimona. Johnson et Eshkol, le successeur de Ben Gurion, ont conclu un accord simple. Vous, Israéliens, ne dites rien, et nous, Américains, ne savons rien. Il y a quelques jours, 2 otages israélo-américaines avaient été libérés par le Hamas. Si Netanyahou veille aussi à leur sécurité, si les Européens et les Américains sont résolument de leur côté, alors qu'ils forcent Israël à stopper son agression, son génocide et tous ces crimes de guerre brutaux commis tous les jours. اللي ترتكب كل